Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on voit de tout quand il s'agit de choisir un exercice en musculation. On voit des exercices très traditionnels, comme par exemple les pompes ou les tractions, jusqu'à des exercices pour le moins exotiques, comme par exemple faire des accroupissements sur un gros ballon suisse avec une barre chargée au-dessus de la tête. Donc le préparateur physique, le coach, il est quand même bien perdu quand il s'agit de choisir l'exercice en musculation. Il faut considérer plusieurs variables quand on veut avoir une approche rationnelle du choix de l'exercice en musculation. La première variable, c'est la cible du mouvement choisi. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons le scénario suivant. Vous êtes coach et vous avez un plan d'entraînement à écrire pour un judoka et un autre plan d'entraînement à écrire pour un sauteur en hauteur en athlétisme. Tout le monde a déjà vu un combat de judo. Un combat de judo se passe debout, se passe au sol. Le judoka doit être fort dans beaucoup de positions. Tandis qu'un sauteur en hauteur, là encore tout le monde a déjà vu du saut en hauteur, il y a toujours la même course d'élan, toujours la même impulsion, et puis on passe par-dessus une barre, et on atterrit sur un tapis. Il n'y a jamais de piège, il n'y a jamais de surprise. Donc quand on choisit les exercices en musculation pour un judoka, on doit avoir une plus grande variété d'exercices que quand on écrit un plan d'entraînement pour un sauteur en hauteur. Pourquoi? Parce que le judo implique de la production de force dans de très nombreux mouvements différents, tandis qu'en athlétisme, c'est bien plus focalisé sur un ensemble de mouvements toujours les mêmes. Donc plus de variété dans le choix des exercices en judo par rapport aux exercices en athlétisme. Ensuite, la rentabilité et le transfert de force. J'entends par rentabilité le choix d'un exercice qui va vous permettre le maximum de gains de force, par exemple, dans un minimum de temps. Le transfert de force, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un exercice de se transférer positivement, créer des progrès dans le sport en question. Pour avoir des exercices rentables et transférables, 70% du plan d'entraînement doit être au minimum composé d'exercices polyarticulaires qui impliquent beaucoup d'articulations, comme par exemple les squats, les développés, les tirages, beaucoup d'exercices à poids libre, plutôt poids, haltères, kettlebell, plutôt des exercices debout quand on peut choisir. Par exemple, si vous devez faire un développé vertical, faites-le plutôt debout, plutôt qu'assis, puisque rendez-vous compte que la plupart des sports se passent debout. Et puis plutôt des exercices sur une grande amplitude, car si vous voulez maintenir, voire améliorer votre niveau de souplesse et de mobilité, eh bien, des mouvements réalisés sur une grande amplitude saine sont cruciaux. J'ai bien dit, 70% du choix des exercices à planifier doit être polyarticulaire, à poids libre, debout et ample, mais vous avez aussi la possibilité de réaliser à peu près un tiers de vos exercices dans des mouvements qui ne sont pas polyarticulaires, poids libre, debout ou de grande amplitude. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se passer non plus, par exemple, d'un mouvement analytique monoarticulaire pour renforcer un maillon de la chaîne faible. On peut aussi difficilement se passer de machines bien pensées qui peuvent nous rendre de fiers services. Je pense à la machine à ischio, la fameuse leg curl, qui peut rendre de fiers services pour renforcer les ischios dans leur fonction de flexion de genoux. Parfois, être assis, ça pose aussi certains intérêts. Et puis des mouvements partiels permettent aussi certains gains de force sur des angles de travail plus limités. Ce qu'il faut retenir, c'est que 70% du plan d'entraînement doit être composé d'exercices polyarticulaires, poids libre, debout quand on peut le faire, et de grande amplitude. Il faut aussi rechercher un équilibre musculaire. Prenons l'exemple de la natation. La natation, c'est un sport où il y a beaucoup d'inflammation au niveau de l'épaule, et on se rend compte que le travail des rotateurs externes de l'épaule limite l'apparition de ces douleurs-là. Donc à un moment donné, travailler la rotation externe de l'épaule, c'est rechercher l'équilibre musculaire, alors que c'est un mouvement qui est monoarticulaire, qui est parfois pas réalisé à poids libre, qui peut se faire assis, et qui n'est pas sur une amplitude forcément extrêmement importante. Donc tout ça pour vous dire que, à travers l'exemple des rotateurs externes, on se rend compte que la recherche de l'équilibre musculaire passe au-dessus, si je puis dire, de la notion de rentabilité et de transfert de force, puisqu'il y a une notion d'urgence. Quand un groupe musculaire est en retard par rapport à un autre, il faut limiter ce maillon faible, car rappelez-vous toujours, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Toujours dans cette même logique, il faut réfléchir à la chose suivante quand on choisit un exercice. Il faut parfois déspécialiser pour tendre vers l'équilibre. Qu'est-ce que j'entends par là? Prenons l'exemple de la pose du pied en sprint en athlétisme. Quand on pose le pied au sol lors d'un 100 mètres en athlétisme, on a très peu de flexion de genou.
Alors du coup, on peut se dire, tiens, si on a très peu de flexion de genoux, je vais faire des squats avec très peu de flexion de genoux, des quarts de squat par exemple. Ça semble être une bonne idée, ça l'est partiellement. Ceci étant dit, ça tend à une surspécialisation d'angulation. Alors qu'à un moment donné, rechercher l'opposé de ce qu'on fait, ça permet de casser la spécialisation à outrance, rechercher un équilibre musculaire et faire deux choses, limiter le risque de blessure et continuer la progression. Autre point important, quand on choisit les exercices, il faut travailler les antagonistes. Prenons une tâche simple. Vous devez être derrière votre ordinateur en train de m'écouter. Mettez devant vous n'importe quoi, une tasse par exemple. Et puis mettez la main sur votre nez et allez toucher, tout simplement, faites une tâche de pointage, allez toucher la tasse. Rien de très foufou, je vous l'accorde. Ceci étant dit, je vais vous faire comprendre la chose suivante. Quand vous allez toucher la tasse qui est devant vous, vous allez faire une contraction principalement du triceps, le triceps étant l'extenseur du coude. Son antagoniste, étant le biceps, va avoir un rôle de frein à la fin de l'extension complète pour éviter un choc des plaques osseuses. Et ceci, c'est d'autant plus vrai que l'on fait ça à haute vitesse. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que cette tâche de pointage illustre très bien le travail des antagonistes. On pourrait se dire que pour aller toucher la tasse à très grande vitesse, par exemple, il faut uniquement travailler les agonistes, ceux qui font l'action, les triceps. Ceci étant dit, le travail des antagonistes va permettre une plus grande vitesse et une plus grande précision des agonistes. Pourquoi? Parce que les antagonistes ont un rôle de frein en fin d'action des agonistes, pour protéger du choc des plaques osseuses. Et l'apparition plus tardive de l'action des antagonistes dans le rôle de frein des agonistes se réalise quand il y a un bon équilibre entre les différentes loges musculaires. C'est pour ça qu'il faut renforcer les antagonistes pour pouvoir augmenter la vitesse et la précision produite par le travail des agonistes. Autre point important, quand on veut choisir les exercices, il faut changer la séquence de recrutement. Par exemple, le développé couché et les pompes. Ça semble être des exercices qui recrutent les mêmes groupes musculaires et c'est le cas. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y a une séquence de recrutement différente. Le développé couché, c'est un mouvement en chaîne ouverte, c'est-à-dire que votre corps ne bouge pas, c'est votre main qui bouge, et dans vos mains, il y a une barre. Pour les pompes, c'est un mouvement en chaîne fermée, c'est-à-dire que ce n'est pas votre main qui bouge, c'est votre corps qui bouge. Donc pour un même groupe musculaire, il y a une séquence de recrutement légèrement différente qui fait un complément, si je puis dire, de l'un avec l'autre. C'est pour cela, quand vous choisissez les exercices, pensez aussi à varier les séquences de recrutement, chaîne ouverte, chaîne fermée. Autre point important à considérer, c'est la connaissance de l'anatomie fonctionnelle. Par exemple, les ischio-jambiers sont fléchisseurs du genou. C'est ce qu'on voit sur toutes les machines de musculation. On voit la flexion du genou comme action des ischio-jambiers, et c'est très vrai. Mais si votre connaissance de l'anatomie fonctionnelle s'arrête là, vous allez oublier de garder à l'esprit que les ischios sont aussi extenseurs de hanches. Par exemple, quand je cherche quelque chose par terre en gardant les genoux presque tendus, je vais sentir mes ischios s'étirer, donc se contracter par voie de conséquence, lors de la remontée de l'objet que vous êtes en train de chercher par terre. Et sans cette connaissance de l'anatomie qui va vous dire, attention, les ischios sont certes fléchisseurs du genou, mais aussi extenseurs de hanches, et bien vous allez oublier que pour travailler ces ischios et les développer d'une manière très rapide, il faut faire des flexions du genou et des extensions de hanches. Donc la connaissance de l'anatomie fonctionnelle est aussi centrale dans le choix des exercices à considérer. Dernière chose, évitez le copier-coller. Par exemple, vous travaillez le coup droit en tennis. Vous pouvez vous dire, tiens, un coup droit en tennis, j'ai qu'à faire pareil, j'ai qu'à faire un copier-coller de mon coup droit en tennis en attachant un élastique à un poteau et puis faire des simulations de coup droit, ce que j'appelle un copier-coller du coup droit. Ça semble être une bonne idée, mais ça ne l'est pas pour deux raisons. La première, c'est que vous allez continuer, si vous avez un côté dominant, à le rendre de plus en plus dominant. Donc vous allez creuser un déséquilibre musculaire côté droit, côté gauche. Et deuxièmement, bien que ça ait l'air d'être un mouvement qui ressemble au mouvement du coup droit, le coup droit avec élastique, dans mon exemple, n'a pas la même séquence temporelle de contraction des muscles, ni la même vitesse, ni exactement les mêmes placements qu'un coup droit en tennis. Non seulement vous allez déséquilibrer l'organisme droite-gauche, mais en plus vous allez parasiter l'apprentissage technique et le perfectionnement technique de votre vrai coup droit en tennis. Voilà, grâce à toutes ces variables à considérer, vous allez pouvoir rationaliser le choix des exercices à prendre en musculation et produire chez vos athlètes ou chez vos clients le maximum de gains en musculation.